Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer à parler plus en détail de bornes explicites pour le trou spectral des surfaces hyperboliques aléatoires. Donc, on va introduire la méthode des traces. Donc le but final, c'est de montrer que la probabilité pour la mesure de Weil-Peterson et pour des surfaces hyperboliques compactes de genre G, que la plus petite valeur propre non triviale du Laplacien soit plus petite que 1 quart moins epsilon, tend vers 0, quand G tend vers l'infini, quel que soit epsilon. Donc il s'agit de surfaces compactes, donc il y a toujours la valeur propre triviale, c'est égal à 0, et donc lambda 1, c'est la valeur propre suivante du Laplacien. Donc on va partir la méthode des traces, qui est aussi utilisée beaucoup pour les graphes aléatoires. Ça consiste à partir de la formule des traces. Donc ici, pour les surfaces hyperboliques, on va partir de la formule des traces de Selberg. Donc I, c'est une surface hyperbolique compacte, toujours orientable, de genre G. Et dans la formule des traces de Selberg, on va appeler lambda, ou plutôt lambda J, les fonctions propres du Laplacien. Donc lambda J, dépend de la métrique, bien sûr. Et dans la formule des traces, il y a un reparamétrage. Les lambda J, on va les réécrire comme 1 quart plus Rj carré. Autrement dit, Rj, c'est une racine carrée de lambda J moins 1 quart. Et donc la formule nous dit que ça donne une identité entre un terme spectral, donc il y a une somme sur les valeurs propres du Laplacien. Je vais l'écrire d'abord au sens des distributions, mais tout de suite après, on va introduire une fonction test. Donc il y a un premier terme en fait qui dépend uniquement de la topologie, qui s'appelle donc ce terme de gauche s'appelle le terme spectral parce que c'est une somme sur les valeurs propres. Et de l'autre côté, il y a un terme qui s'appelle le terme topologique, qui ne dépend pas de la métrique. Et là, ça va être l'intégrale de l'exponentielle ITR, R tangente hyperbolique pi RdR. Donc ça, c'est le terme topologique. Et puis, il y a une somme, là, il y a une somme sur les géodésiques périodiques. Alors, P de I, ça va être les géodésiques périodiques, donc orientées et primitives. Primitive, ça veut dire une géodésique périodique, c'est une orbite périodique du flot géodésique. Primitive, ça veut dire que je prends la plus petite période. Mais par contre, je vais avoir une somme sur tous les multiples de cette période. Donc ici, j'ai une somme pour k allant de 1 à plus l'infini.
Et donc là, je vais avoir la longueur de gamma divisée par sinus hyperbolique k fois la longueur de gamma sur 2. Et si j'écris la formule sous forme de distribution, j'ai une masse de Dirac en T égale k fois L de gamma. Donc là, ici, j'ai décidé de l'écrire. Je pourrais aussi l'écrire comme une somme sur toutes les géodésiques périodiques non primitives, mais j'ai préféré séparer en géodésique primitive, et puis là, je fais apparaître tous les multiples de la même géodésique. Voilà. Donc ça, c'est une égalité au sens des distributions. Et ça veut dire que quand j'ai une fonction, je vais prendre des fonctions C infini à support compact et pair. Si j'intègre des deux côtés, je vais me retrouver avec la somme pour j allant de 0 à plus l'infini de intégrale. Je vais l'écrire là. Voilà, donc là, ici, je vais avoir la transformée de Fourier de phi évaluée en R. Et de l'autre côté, j'ai toujours cette somme et maintenant j'ai phi évalué en K de L de gamma. Donc comme j'ai dit, d'aujourd'hui, je vais toujours prendre des fonctions test qui sont à support compact. Ce qui fait que là, pour une surface donnée, j'ai qu'un nombre fini de termes. J'ai uniquement les géodésiques fermés dont la longueur est dans le support de phi. Et la transformée de Fourier, phi chapeau et la décroissance rapide, suffisamment rapide pour qu'on sache que ce terme-là et ce terme-là soient convergents. Et alors, la base de la formule des traces, de la méthode des traces pour évaluer le lambda 1, ça consiste à dire que, vous voyez, si les lambda j, dire que lambda j est plus grand que 1 quart, ça revient à dire que Rj est réel. Et au contraire, les lambda j plus petits que 1 quart, donc les petites valeurs propres, celles dont on espère montrer qu'elles n'existent pas, correspondent à des Rj qui sont imaginaires purs. Et pour les Rj imaginaires purs, ici, en fait, le cosinus, en réalité, c'est un cosinus hyperbolique. Donc pour les Rj imaginaires purs, le cosinus Trj, c'est en réalité un cosinus hyperbolique de T module de Rj. Donc l'idée de la méthode des traces, c'est de prendre une fonction phi qui en fait dépend d'un paramètre L. Donc là, on va prendre comme, voilà, on va partir d'une fonction, on prend phi à support dans 0, 1. Ou plutôt dans moins 1, 1, puisque dans la formule des traces, il faut que les fonctions soient paires. Et on la dilate pour obtenir phi L, qui est à support dans moins L, L. Et on va prendre L grand.
Et l'idée, c'est que les petites valeurs propres, elles vont en fait donner, ici, donc phi va partout dépendre de L, et les petites valeurs propres vont donner lieu à une croissance exponentielle de ces intégrales quand L est grand. Donc il y a... Alors, un lemme, alors on va supposer que le support de la fonction phi de départ soit égal en fait à moins 1, c'est-à-dire qu'elle est vraiment non nulle. On va prendre phi positive et de support égal à moins 1. Il y a un petit lemme qui dit que si lambda 1 est plus petit que 1 quart alors, je vais adopter cette notation bizarre, mais ici, il va y avoir deux paramètres qui jouent des rôles différents. Alpha, ça va être un nombre fixé, alors que epsilon va être arbitrairement petit. Donc, si lambda 1 est plus petit que 1 quart moins alpha carré moins epsilon, ça revient à dire que le R1 est plus petit, que pardon, R1 est plus grand que racine de alpha carré plus epsilon. Donc si alors l'intégrale de phi L de t cosinus hyperbolique t R1 dt va être plus grand que une constante fois exponentielle alpha plus epsilon fois grand L. Alors bien sûr, j'ai supposé que le support de la fonction, il va vraiment jusqu'à grand L, sinon... donc, bon, ça, je ne vais pas faire le détail, mais l'idée, c'est que ce racine de alpha carré plus epsilon, il est lui-même plus grand que alpha plus epsilon. Voilà, donc en fait, le fait d'avoir une borne inférieure sur R1, ça va nous donner une borne inférieure sur l'intégrale. Alors pour tout L, voilà. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour montrer que lambda 1 est supérieur à un nombre, à une certaine quantité, un quart moins alpha carré moins epsilon, il suffit en fait de trouver une fonction test alors la constante ici dépend aussi de phi. Il suffit de trouver, mais la constante ici est complètement explicite. Il suffit de trouver une fonction test et une valeur de grand L qui contredisent cette inégalité. Et donc, et pour contredire cette inégalité, un espoir, c'est d'espérer contrôler cette somme sur les géodésiques fermées. Si on arrive à trouver une fonction test et un L pour lequel on sait contrôler cette somme sur les géodésiques fermées et de sorte à pouvoir contredire ça, on pourra en déduire quelque chose sur le lambda 1. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est vrai au niveau déterministe, et d'ailleurs, ça a été utilisé dans un article de Booker et Strandbergson pour des surfaces arithmétiques. Alors, ça a été utilisé
Donc remarque, ça a été, cette stratégie, elle apparaît entre autres dans un article de Booker dans un cadre déterministe. Donc c'est pour des surfaces arithmétiques donc déterministes. Plus précisément pour certains quotients dit arithmétique du demi-plan supérieur. Et ils se sont aidés en fait de calculs numériques certifiés pour exhiber des fonctions test et des L qui contredisent ça. Et ils ont pu montrer, grâce à ces stratégies avec l'aide de calculs numériques, que lambda 1 est plus grand que 1/4 pour n sans facteur carré. Et pour n pas trop grand, je crois que c'est 287. Enfin, voilà. Donc c'est une stratégie qui peut déjà donner des choses pour une surface donnée. Nous, on va l'utiliser de manière probabiliste. Donc pour des surfaces aléatoires. Ce qu'on va pouvoir dire, c'est que la probabilité que lambda 1 soit plus petit que 1/4 moins alpha carré moins epsilon, on peut la majorer par la probabilité. Alors cette quantité-là, c'est phi 1 chapeau. C'est peut-être 2 phi 1 chapeau. Oui. C'est plus petit que la probabilité que phi 1 chapeau de R1, non, phi L chapeau de R1 soit plus grand que exponentielle alpha plus epsilon L. Cette inégalité provient juste de l'inclusion qui est donnée par le lemme. Ici, c'est phi L. Et ensuite, on applique l'inégalité de Markov pour dire que cette probabilité est plus petite que l'espérance de phi L chapeau de R1 divisé par exponentielle alpha plus epsilon fois L. Je vais peut-être pour l'instant garder. Je vais garder ça. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver une fonction test et un paramètre L tel que ce quotient tend vers 0. Donc la méthode des traces. Alors, donc on va choisir non seulement phi positive, mais aussi avec phi dont la transformée de Fourier est positive, de sorte. Donc, on va majorer l'espérance de phi chapeau de R1 par la somme sur tous les J des espérances. Donc, on est en train de faire plusieurs choses qui sont sous-optimales, mais je crois que personne ne sait faire autrement. On a ici cette majoration d'une probabilité par une espérance, on perd pas mal en fait, mais il y a toujours un moment où on est obligé de faire ça. Et puis là, finalement, bien qu'on s'intéresse que à la première valeur propre, on va majorer par la somme sur toutes les valeurs propres.
Et là, une fois qu'on a fait ça, ça permet... Alors, je vais garder... Alors, si on... Pour l'instant, je ne fais pas très attention aux constantes. Là, les constantes sont correctes. Je vais essayer de les garder. Et donc là, en fait, ça, c'est 4 fois... Ouais, ça, c'est 4 fois la... On va garder les constantes telles qu'elles sont. Donc, c'est plus petit que... Donc, il y a ce terme déterministe. Et puis, il y a la somme, il y a l'espérance de la somme sur les géodésiques fermés. Oui. Si on pouvait dire qu'il n'y a pas de valeur propre en dessous de 1 quart, est-ce qu'il y a une accumulation au-dessus de 1 quart on connaît de valeur propre? De l'autre côté? Oui, forcément, il y a des valeurs propres. Il y en a beaucoup. Il y a une convergence de la densité spectrale vers la densité spectrale du plan hyperbolique. Donc, il y en a forcément près de 1 quart de l'autre côté. Et on peut dire des vitesses de convergence. Enfin, on ne connaît pas de résultats complètement optimaux, mais on sait dire qu'il y en a quand même qui doivent être proches de 1 quart. Ouais. Alors finalement, pour majorer cette espérance, on va essayer de montrer que l'espérance du terme géométrique de la formule des traces, on va essayer de montrer que c'est un petit taux de exponentielle alpha plus epsilon L. Alors pour l'instant, je n'ai pas trop dit comment on choisissait L. Idéalement, on voit qu'on a intérêt... Ici, ici, on a une somme sur toutes les géodésiques périodiques de longueur plus petite que L. Donc on voit qu'on a intérêt à prendre L pas trop grand, parce que sinon on va avoir une somme. Donc on a intérêt à prendre L pas trop grand, mais le problème c'est qu'avec cette méthode, on aura toujours ce terme qui croît, le terme topologique qui croît proportionnellement au volume de la variété, et avec cette méthode, il y aura toujours des termes comme ça. Donc on voit que de toute façon, si on veut espérer faire ça, on va être obligé, à cause de ce terme-là dont on ne sait pas se débarrasser, on va être obligé de prendre L qui croît au moins logarithmiquement avec le G. On va toujours devoir prendre de toute façon L plus grand que log de G sur alpha plus epsilon, donc au minimum. Et on voit que plus on vise, en fait, plus on vise un alpha petit, plus la constante devant le log va être grande. Donc on va toujours raisonner donc dans la suite. L, ça va toujours être un multiple de log. On va toujours raisonner à des échelles qui sont logarithmiques dans le volume. Ce qui va être très important, c'est d'essayer ici d'avoir des constantes le plus grandes possible pour espérer avoir le alpha le plus petit possible. On voit aussi qu'à chaque fois qu'on aura des termes qui sont grand O de G, on pourra les rassembler avec celui-là et les considérer comme étant en quelque sorte négligeables. À chaque fois qu'on rencontrera des quantités qui sont grand O de G, ils pourront être rassemblés avec le terme topologique. Ça permet de se débarrasser. Ça va permettre, ici, donc, il y a une somme sur les géodésiques primitives et une somme sur les géodésiques, sur tous les multiples. Cette remarque va déjà permettre de se débarrasser de toutes les géodésiques non primitives, comme je vais le montrer à l'instant. C'est-à-dire que donc on peut se débarrasser, cette remarque permet de se débarrasser de certains termes superflus.
Donc déjà, si on prend l'espérance de la somme sur toutes les géodésiques primitives, et si ici je regarde la somme à partir de 2, donc je prends tous les... Donc, on peut montrer que, juste par des estimées un peu grossières, que cette espérance, elle est grand O de G fois L carré. Alors en fait, ça va être... Oui. Et L est toujours logarithme. Donc en fait, ce lemme va permettre de dire qu'il suffit de se concentrer sur K égale 1, donc véritablement sur les géodésiques primitives. Pourquoi alors ? Ce lemme, il vient juste d'une borne déterministe sur ce qu'il y a à l'intérieur de l'espérance. Alors il faut se souvenir qu'on sait que on avait énoncé la semaine dernière que le nombre de géodésiques fermés, enfin périodiques de longueur plus petite que grand T, il y a une borne universelle. C'est toujours plus petit qu'une constante. Non, je vais l'écrire. Ouais, qu'une constante fois G fois exponentielle L. Il y a une borne universelle comme ça. Donc ça va permettre de borner la somme qu'il y a ici. Parce que si je fais la somme... Cette somme, en fait, alors ici, je somme que à partir de K égale 2. Donc toutes les longueurs sont plus petites que L. Donc il y a ce L de gamma, je peux le borner par L. Je peux le borner par la somme sur les géodésiques primitives. Ici, c'est sinus hyperbolique, je peux le majorer par une exponentielle. Et comme je commence à 2, en fait, je peux le majorer par la somme d'une série géométrique. Et donc cette somme sur tous les cas à partir de 2, je vais pouvoir la majorer par exponentielle moins L de gamma. Et puis, là, je n'essaie pas de faire des choses très subtiles. Je vais dire que je vais majorer par la norme infinie de phi. Et ici, je compte que les géodésiques de longueur plus petites que L. Et enfin, cette borne, maintenant, je vais utiliser la borne grossière de comptage pour dire que c'est plus petit que L. La somme elle-même, je vais pouvoir la majorer par une constante fois G fois L. Et puis j'ai la norme infinie de phi. Donc ce premier lemme, il permet de dire qu'en fait, il suffit de concentrer ses efforts sur K égale 1. Et puis, pour la même raison, si je veux, ce sinus hyperbolique là, qui est au dénominateur, c'est quasiment la même chose que exponentielle moins L de gamma sur 2. L'erreur en fait commise en remplaçant, pour les grandes longueurs, hein, l'erreur commise en remplaçant 1 sur sinus hyperbolique L sur 2 par l'exponentielle, c'est un grand O de exponentielle moins L de gamma. Donc si je veux, je peux remplacer ce sinus hyperbolique par une exponentielle et ça va me rajouter une erreur que je peux incorporer dans celle-là. Donc si je prends la somme... Donc maintenant, voilà, maintenant j'ai uniquement une somme sur les géodésiques primitives.
Si je veux, je peux aussi écrire la même chose avec une exponentielle à la place du sinus hyperbolique. Et si je fais ça, au plus, je perds, ça va être le même genre d'estimé, je perds grand O de G fois L au carré. Et donc cette erreur, je peux décider qu'elle va avec, le terme topologique. Voilà. Donc le but, à partir de maintenant, c'est de trouver une borne supérieure sur l'espérance de la somme sur les géodésiques primitives de L de gamma sur sinus hyperbolique L de gamma sur 2 fois phi L de L de gamma. Et comme on a dit, si je veux, je peux aussi mettre une exponentielle à la place de du sinus hyperbolique. Donc ça, je vais écrire ça. Donc on est en train d'essayer d'estimer l'espérance d'une somme sur les géodésiques fermées d'une certaine fonction test appliquée en L de gamma, et il faudra se souvenir que la fonction f, elle a une forme particulière, c'est x sur sinus hyperbolique x sur 2 fois phi L de x. Donc elle a déjà, là, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'ici la fonction test, elle a déjà un petit peu de décroissance exponentielle à l'intérieur qui va nous aider pour la suite. Alors, on va dans cette somme, c'est des géodésiques primitives, mais par contre, il y a à la fois des géodésiques simples et des géodésiques non simples. On va d'abord essayer d'estimer, en fait, grâce aux formules de Mirzakhani, on peut estimer de manière très précise la contribution des géodésiques simples. Alors, juste ici, on va dire que c'était un petit 1, donc petit 2, ça va être la contribution des géodésiques simples. Donc, si on raisonne en termes de... Vous vous souvenez, la dernière fois, les deux dernières fois, on avait introduit la notion de type topologique local. Là, c'est un type topologique qui est suivant. Une géodésique simple, ça correspond au type topologique suivant. Donc la surface S, c'est un cylindre, et la courbe C, c'est l'unique courbe contractile dans ce cylindre. Non contractile dans ce cylindre. Alors, on a la somme sur les géodésiques simples. Là, on a une formule exacte. C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de L fois une fonction volume. Donc le type topologique là qu'on est en train de regarder, c'est voilà, un cylindre rempli par une courbe simple C. Donc la dernière fois, on avait dit qu'à chaque type topologique, on peut associer une densité. Alors dans la densité, en fait, il y a toutes les orbites possibles du mapping class group. Donc cette fonction-là,
Alors pour les courbes simples, on sait que c'est un polynôme, grâce aux travaux de Mirzakhani. Et en fait, dedans, j'ai rassemblé toutes les orbites possibles sous l'action du mapping class group. Donc en fait, c'est une somme sur toutes les orbites possibles sous l'action du mapping class group des polynômes qu'avait obtenu Mirzakhani. Et on avait dit que c'est toujours divisé par le volume total. Et on avait dit que ce quotient, là, des fonctions volume divisé par Vg, c'est un développement asymptotique en puissance de G. Et ici, je vais juste rappeler le terme principal. Le terme principal, c'est celui il correspond à celui qui avait été calculé par Petri-Mirzakhani. En fait, pour le terme principal, on avait vu ça plusieurs fois, bien qu'on soit en train de sommer sous toutes les actions du mapping class group, le terme dominant, il est toujours donné par la contribution des géodésiques non séparantes. Donc le terme principal, il est uniquement donné par les géodésiques non séparantes. Donc si on s'intéresse que à la contribution d'ordre dominant, ça va se comporter comme... Donc les géodésiques non séparantes, le terme qui correspond... Le terme qui sort, c'est L fois V. Il faut regarder à chaque fois la topologie du complémentaire, donc c'est Vg-1,2 de LL dL divisé par Vg. Et ça, l'asymptotique, c'est ce qu'avaient calculé Petri et Mirzakhani. Alors, ça fait L, et celui-là, ça fait sinus hyperbolique de L sur 2 au carré divisé par le tout au carré. Donc là, du coup, c'est même une limite. Là. Non, pardon, c'est une il y a quand même encore une dépendance en grand L, mais qui est cachée dans maintenant, la seule dépendance en G, c'est dans le grand L. Alors, il faut se souvenir que ici, grand L, c'est un multiple de log G. Alors maintenant, je vais remplacer. Il faut se souvenir que ma fonction test, pour l'application à la formule des traces, ma fonction test, elle a elle-même une forme un peu particulière. Oui, c'est ça. F. Alors, c'est phi L de L sur sinus hyperbolique L sur 2. Et là, j'ai encore un L divisé, j'ai un 4 devant qui vient de là. Alors, il y a quelques simplifications. Donc ça se comporte comme 4 fois intégrale de 0 à plus l'infini de phi L de L sinus hyperbolique L sur 2. Alors là, ce qu'on voit, c'est que ça c'est le sinus hyperbolique, c'est comme exponentielle L sur 2. Clairement, ça va être équivalent à 4 fois, enfin, une constante, justement, exponentielle grand L sur 2.
Donc on voit qu'au niveau juste des géodésiques simples, il y a une contribution exponentielle. En fait, il y a exponentielle grand L qui viendrait des fonctions volume, et puis il y a un demi qui est gagné à cause de la forme particulière de la fonction test qu'on met dans la formule des traces. Mais cela dit, même si on a gagné ce 1,5, on voit que ça ne remplit pas notre objectif, qui était d'essayer de montrer... on voudrait essayer de montrer que ça, c'est grand O de exponentielle alpha plus epsilon fois L. Et évidemment, on veut que alpha soit strictement plus petit que 1,5, parce que pour alpha égale 1,5, on trouverait juste que lambda 1 est supérieur à 0. Donc là, ça ne remplit pas le cahier des charges. Mais en réalité, on comprend exactement pourquoi. C'est parce que dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai complètement ignoré la valeur propre triviale. Et il faut se souvenir que en fait, mon spectre ne commençait pas à lambda 1, il y a toujours le lambda 0 qui est là. Ce que j'ai dit était correct, mais j'ai fait comme si la valeur propre triviale n'allait pas nous gêner, alors qu'en fait, elle est là partout. Et lambda 0, ça correspond aux deux valeurs de R0 plus ou moins I sur 2. Ça veut dire que du côté spectral, j'ai non seulement le terme R1 avec R1 qui est celui que je veux estimer, mais j'ai aussi l'intégrale de phi L de t cosinus hyperbolique t sur 2, qui lui aussi se comporte de manière exponentielle en L sur 2. Donc en fait, non seulement il ne faut pas s'étonner d'avoir, du côté géométrique, il ne faut pas s'étonner d'avoir des contributions exponentielles L sur 2, mais c'est même normal, puisqu'il y en a aussi du côté spectral. Donc la question, c'est comment se débarrasser. Donc il va y avoir partout en fait des contributions exponentielles L sur 2 dont il faut se débarrasser. Alors, je vais d'abord raconter comment Wu et Xue l'ont fait pour obtenir la preuve que lambda 1 est plus grand que 3/16. En fait, la preuve de Lipnowski et White commence aussi de la même manière, mais je vais plutôt raconter la stratégie de Wu et Xue. En fait, ils ont fait quelque chose, je ne sais pas pourquoi, ça ne nous a pas traversé l'esprit avec Laura de le faire, c'est juste de calculer précisément, on a cette constante-là, et de voir que c'est exactement la même que de l'autre côté, et que donc on peut annuler les termes des deux côtés. En fait, là, ça c'est vraiment... je pense qu'on s'est tellement dit que c'était impossible de ne pas se tromper dans les constantes qu'on n'a même pas essayé de le faire. En fait, là, c'est vraiment... c'est 4 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de phi de L sinus hyperbolique L sur 2. Et là, alors là, c'est 2 fois l'intégrale sur R, mais comme phi est pair, c'est aussi la même chose que 4 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de phi L de t cosinus t sur 2 dt. Donc c'est quasiment la même chose, sauf d'un côté il y a un cosinus et de l'autre côté il y a un sinus, mais la différence entre les deux donne quelque chose de borné. Hein. Donc là, la remarque dont partent à la fois Wu et Xue et Lipnowski et White, c'est de remarquer qu'on va pouvoir simplifier des deux côtés. Donc
d'un côté, il y a un terme avec le sinus, et de l'autre côté, il y a un terme avec le cosinus, mais c'est quasiment la même chose. La différence entre les deux, ça va être un petit O de 1. Donc ce petit O de 1, il va de toute façon aller avec tous les termes qu'on a mis dans le grand O de G tout à l'heure. Donc ces deux termes-là, en fait, vont pouvoir ces deux contributions qui nous embêtent vont pouvoir se simplifier. Et il faut estimer le reste. Donc, et c'est là que la démarche de Wu et de Sui et de Lipnowski et White est différente. C'est dans la manière d'estimer la contribution des géodésiques non simples. Alors là, ce qu'on sait, c'est que la contribution à l'ordre, ça c'est la contribution à l'ordre dominant. En réalité, partout, il y a des grands taux de 1 sur G partout. Parce qu'on sait dans Mirzakhani-Petri, on sait non seulement qu'il y a, on sait non seulement la contribution à l'ordre dominant, mais on sait que l'erreur elle est en grand taux de 1 sur G. Donc on sait que la contribution des géodésiques simples va annuler la contribution de la valeur propre triviale. Il y a des grands taux de 1 sur G qui sortent, mais ce qui reste à faire, c'est maintenant montrer que la contribution des géodésiques non simples, elle est elle-même en grand taux de 1 sur G. Donc on va montrer que les géodésiques non simples, elles contribuent en grand taux de 1 sur G. Et même plus précisément, en grand taux de exponentielle L sur 2 sur G. Donc ça, je vais faire l'approche de Wu et Sui. Alors je rappelle une estimée qu'on avait vue la dernière fois, c'est que si on se donne un entier K et si on se donne une longueur L qui a le droit de dépendre de G, la probabilité qu'il existe une géodésique périodique gamma de longueur plus petit que L et qui remplisse une surface de caractéristique de l'air plus grande que K. Donc telle que la caractéristique de l'air, à chaque fois c'est toujours la valeur absolue de la caractéristique de l'air que je considère, donc, qui remplissent une surface de caractéristique de l'air plus grande que K, est plus petite que c'est un grand taux de exponentielle 2L sur G puissance K. Et il y a des petits termes, il y a des termes polynomiaux devant, mais dont on ne va pas trop se préoccuper. Donc l'idée, c'est que les géodésiques pas trop longues, elles ne peuvent pas visiter une surface avec une topologie trop complexe. Ce 2, on avait dit aussi qu'il n'est pas complètement optimal. On peut remplacer par 1 plus epsilon, mais ici, ça ne va pas. Pour ce que je suis en train de faire là, ça ne va pas changer grand-chose. Donc en fait, si L, c'est un multiple de log G, et si je prends K, on va dire par exemple 3A plus 1, donc K plus, ça va tendre vers 0. Et en plus, on peut même dire que ça tend vers 0. On peut même ajuster K pour que ça tende vers 0 aussi vite qu'on veut.
Donc maintenant, essayons de majorer la contribution dans des géodésiques non simples. Donc là, j'ai la somme sur toutes les géodésiques primitives non simples. Et j'ai f de L de gamma. Donc je vais séparer en entre celles qui remplissent une surface de caractéristique de l'air, plus petit que 3A plus 1, ou on va peut-être mettre même un 4 pour avoir un petit peu de marge. Et puis, comme elles sont non simples, la caractéristique de l'air et de la surface remplie est toujours au moins égale à 1. C'est ce 1 ici qui nous donne espoir d'avoir un 1 sur G. Parce qu'on a vu que les puissances qui sortent ici, c'est les caractéristiques de l'air des surfaces. Donc c'est ici le fait de commencer à 1 qui nous donne espoir de gagner une puissance de 1 sur G. Et puis j'ai la somme, j'ai l'espérance de la somme pour tous les gammas qui remplissent une surface de caractéristique de l'air plus grande que 4A plus 1. Mais pour que cette somme ait une chance d'exister, il faut de toute façon que l'événement soit non nul. Donc ici, l'événement soit... De toute façon, cette somme, pour qu'elle ait une chance d'être non nulle, il faut de toute façon se placer sur cet ensemble. Que je vais peut-être lui donner un nom. Ça, c'est un ensemble qu'on va appeler... on va appeler peut-être B de K et de L. Donc de toute façon, cette somme, pour qu'elle ait une chance d'être non vide, il faut qu'on soit sur cet événement BKL qui est de petite probabilité. Et en fait, cette deuxième somme, donc là, le K, c'est le K de... Ouais, le K, on va le prendre, ça va être une fonction de A. Donc K ici, on va prendre, je pense que 4A plus 1 doit être largement suffisant. C'est probablement... En fait, A, il va être fixé, et du coup, K est fixé aussi. Et on n'essaye pas d'optimiser, il y a juste un K qui fait en sorte que... Là, ici, on essaye juste de dire que ce deuxième terme va tendre... il suffirait même qu'il soit grand O de G, puisqu'on a dit depuis le départ que tous les termes en grand O de G, on n'a pas d'autres, ils sont là de toute façon. Donc on n'aurait même pas besoin vraiment que cette somme-là tourne vers 0, il suffit juste de savoir la majorer par un grand O de G. Donc là, cette somme-là, toujours à cause des estimés déterministes sur les comptages de géodésique, cette somme-là, elle est de toute façon... Enfin, la fonction, je veux dire, la fonction qui est dans l'intégrale, cette variable aléatoire, elle est plus petite que, de toute façon, G fois... il y a même pas, je ne sais même pas s'il y a besoin d'être... on va dire, on ne va même pas essayer d'être... c'est exponentiel, c'est probablement exponentiel L sur 2 à cause de... On va mettre exponentiel L parce qu'on n'essaye pas ici d'être optimal, mais on gagne peut-être même quelque chose à cause du fait que la fonction, elle est déjà une exponentielle à l'intérieur. Donc là, cette fonction-là, elle est partout plus petite que G fois exponentielle L, fois la norme infinie de F. Et ici, cet événement, il a une très petite probabilité. Donc la deuxième espérance,
on va la majorer par... donc il y a du g exponentiel L ici, et puis ici, la probabilité, on sait qu'elle croît au plus. Donc, voilà, donc là, je pense que j'avais bien aussi, comme L était égal à A log G, je pense que j'avais bien choisi le cas que j'avais proposé devait marcher pour dire que cette somme... donc ça tend vers, ça doit probablement tendre vers 0. Donc quitte à bien choisir K, une fois qu'on sait donner le grand A, quitte à bien choisir K, on sait que de toute façon cette somme-là, elle ne contribue pas. Donc ici, je suis juste en train de sommer sur un nombre fini de caractéristiques de l'air possibles. Et c'est là qu'il faut se souvenir, de l'estimé optimisé de Wu et Xue qu'on a énoncé la dernière fois. Parce que même si ici je suis en train de sommer sur juste un nombre fini de caractéristiques de l'air, mais par contre j'ai quand même un nombre infini de type topologique. Parce que à chaque fois je me suis fixé la caractéristique de l'air de la surface S de gamma, j'ai quand même un nombre infini de type topologique possible pour remplir cette surface. Donc ici il y a quand même, bien que cette somme-là soit finie, il n'y a qu'un nombre fini de caractéristiques de l'air possible, mais il y a quand même un nombre infini de type topologique possible. Et c'est à partir de là en fait que les démarches de Wu, Xue et de Lipnowski et White diffèrent, c'est la manière de gérer cette somme. Donc c'est là que la manière dont Wu et Xue ont géré ce nombre infini de type topologique, c'est l'estimé de comptage amélioré que j'ai donné la dernière fois et qui permet de dire alors si ça c'était quelque chose que j'avais estimé, que j'avais... Donc il y a toujours des puissances de L, hein, on va pas... Il y a L à la puissance quelque chose qui ne va pas nous embêter. Alors ici, le 1 sur G, il vient du fait que les caractéristiques de l'air, elles sont toujours plus grandes que 1. Donc ça, c'est l'estimé de comptage qu'on avait donné la dernière fois avec l'amélioration de Wu et Xue. Parce que ce qu'on avait dit, c'était que si on fait juste une borne, si on utilise juste les bornes connues sur le nombre de géodésiques fermés de longueur plus petite que L, ici on aurait exponentielle L. Et leur estimé de comptage amélioré, au lieu d'avoir ici un exponentiel L, ici on a exponentielle état L pour n'importe quel état. Donc il y a toujours une exponentielle ici, mais par contre celle-ci, elle n'y est pas. Enfin, le facteur est arbitrairement petit. D'accord ? Si on faisait la borne un petit peu triviale, on avait un exponentiel L ici et un autre ici. On avait cette question qui avait été posée, qu'on a l'impression qu'on fait apparaître à deux endroits des exponentiels, mais ils ont réussi à améliorer l'estimé pour ici avoir un facteur arbitrairement petit.
Et puis, comme je rappelle que la fonction test phi fl, elle a elle-même une forme particulière. La fonction test dans la formule des traces, elle a déjà un petit peu de décroissance exponentielle. Donc en fait, la norme à l'infini de f de x exponentielle x. Alors est-ce que... Oui, ça c'est... Est-ce que je suis en train d'écrire ce qu'il faut? Est-ce que c'est... Ouais, normalement je veux du exponentiel L sur 2. Ouais, c'est du exponentiel. Oui, c'est ça. On peut la majorer par exponentielle. Oui, c'est ça. On peut la majorer. En fait, c'est la forme spéciale de... C'est le fait d'avoir déjà dans la fonction test de la formule des traces de la décroissance exponentielle qui permet de passer du exponentiel x ici à un exponentiel L sur 2. Donc au final, l'espérance de phi chapeau de R1, on va pouvoir la majorer par... Alors il y a des termes en grand O de G qui sont tous les termes qu'on a jetés au fur et à mesure, et en particulier dedans il y a le terme topologique de la formule des traces. Et puis il y a ce terme-là. Là, il y a du exponentiel L facteur de 1,5 plus eta sur G. Ça, c'est ce que donne... Ça, c'est après avoir simplifié des deux côtés. De deux côtés, il y avait ce terme en exponentiel L sur 2 qui apparaissait, mais on l'a simplifié. Donc, on obtient cette majoration. Et on voudrait pouvoir majorer... à la fin, on veut montrer que c'est... On veut une majoration de cette forme-là pour un alpha, si possible, le plus petit possible. Donc là, maintenant, il faut arriver à... c'est maintenant qu'on choisit L pour équilibrer ces deux termes. Donc pour équilibrer ces deux termes, en fait, on voit qu'il faut prendre exponentielle L sur 2 égale G carré, pour qu'ils soient à peu près du même ordre. Ça veut dire que L égale 4 log G. Ici, le eta, on va le prendre très petit, on va prendre eta plus petit que le epsilon qu'on s'était donné ici. Et on voit que ça revient à prendre alpha égale 1/4. Donc le choix, finalement, le choix de la constante, on voit que par cette méthode, on va se retrouver toujours avec des termes en grand O de G. Et puis, il y a des termes qui sont de la forme, et il y a toujours des termes qui vont être en exponentielle L sur 2 fois une certaine puissance de G qui ici vaut 1. Et donc, en fait, le choix de L, il va être dicté par le fait de vouloir équilibrer ces deux termes. Donc, si on s'est arrêté à 1 sur G, ça conduit à prendre L égale 4 fois log G. Et ça conduit à prendre alpha égale 1/4. Et ça conduit à montrer le théorème. Donc là, j'ai montré l'approche de Wu et Xue, mais il avait été aussi
démontré par Lipnowski et White, qui dit que la probabilité, pour quel que soit epsilon positif, la probabilité que lambda 1 soit plus petit que 1 quart moins 1 16e tend vers 0. Et donc ça, c'est le fameux 3 16e. Alors, ce qu'on voit, c'est que s'ils n'avaient pas optimisé ici, s'ils avaient gardé le exponentiel L, vous pouvez faire le calcul, ça aurait conduit à prendre une constante plus petite ici. Ça aurait quand même donné un trou spectral explicite, mais moins bon que le 3 16e. Donc, on va faire une petite pause. Mais pour aller plus loin, on voit qu'ici, on a été bloqué par le fait que toutes nos estimées, elles s'arrêtaient à des grands taux de 1 sur G. Donc il va falloir, pour aller plus loin, il va falloir essayer de pousser les estimées à des ordres plus grands en 1 sur G. Donc c'est... Donc il va falloir pousser les développements asymptotiques à des ordres plus grands en 1 sur G. Il va falloir mieux comprendre, pour l'instant, la contribution des géodésiques non simples, on a juste trouvé une borne supérieure. Il va falloir être plus précis. Dans la compréhension des géodésiques non simples. Et puis, trouver des mécanismes d'annulation, puisqu'on voit qu'il y aura partout, de toute façon, là, il y aura partout des termes en exponentielle L sur 2. Donc, il va falloir, même dans les développements asymptotiques qu'on va faire, il y aura toujours des choses qui vont être en exponentielle L sur 2, donc il va falloir s'en débarrasser. Et on voit qu'à l'ordre 0, si on faisait suffisamment attention et bien calculer le terme dominant, il se simplifiait. Il va falloir trouver des annulations. Donc trouver une manière d'annuler les termes en exponentielle L sur 2. Voilà, donc à l'ordre 0, ça s'était fait par le calcul explicite. On avait vu que c'était exactement le même terme des deux côtés, donc on avait pu rayer ce terme des deux côtés. Là, il va falloir trouver une manière de faire ça. Donc on peut faire 5 minutes de pause et puis on continuera après. Alors on va voir comment, dans les travaux avec Laura Monk, on a trouvé une autre manière de se débarrasser des termes en exponentielle L sur 2. Donc on se souvient que du côté spectral, les termes en exponentielle, en tout cas il y a des termes en exponentielle L sur 2 qui viennent de la valeur propre triviale. Donc du côté spectral, ils viennent du R0. Là, j'ai réécrit la formule des traces. D'un côté, on a la transformée de Fourier de phi en RJ, et de l'autre côté, on a phi évalué dans les longueurs des géodésiques fermées. Et on sait que du côté spectral, les termes qui nous embêtent, ils viennent en exponentielle L sur 2, ils viennent de R0. Donc,
On s'est inspiré de ce qu'avait fait Charles Bordenave dans sa preuve du trou spectral optimal pour les graphes réguliers aléatoires, c'est-à-dire qu'on va prendre en fait une fonction test telle que phi chapeau s'annule en R0. On va choisir phi tel que phi chapeau en R0 soit égal à 0. Donc en fait, ce qu'on a fait, un petit peu parce qu'on n'avait pas d'autre idée, on a pris notre fonction test de départ et on l'a multipliée par 1 quart plus R carré à une puissance, peut-être 1 suffit ou peut-être il faut une puissance plus grande. Donc on a pris notre fonction test de départ et on l'a multipliée par quelque chose dont on est sûr que ça s'annule. C'est juste une puissance de lambda j à une certaine puissance, avec un n plus grand que 1. Et on s'est dit, on va voir ce que ça fait. Donc ça, en fait, multiplier phi chapeau par 1 quart plus R carré à la puissance m, ça revient à remplacer phi par multiplier la transformée de Fourier par un polynôme, ça revient à appliquer un certain opérateur différentiel à phi. Et ici, l'opérateur différentiel, c'est 1 quart moins d2 sur dx carré. Donc au lieu de notre fonction test de départ, on prend notre fonction test à laquelle on a appliqué cet opérateur différentiel. Alors le bon point, c'est que du côté de la transformée de Fourier, ça reste positif. On s'était servi de la positivité à un moment pour faire une majoration. Par contre, de ce côté-là, cette fonction-là, il n'y a pas moyen de faire en sorte qu'elle soit positive partout, hein. Elle va forcément changer de signe, ça va être source de complications, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, par contre, du côté de la... d'un autre côté, si on espère que des choses s'annulent, c'est pas forcément étonnant de devoir prendre des fonctions test qui changent de signe. Donc du côté géométrique, la nouvelle fonction test qu'on prend, forcément, elle n'est pas de signe constant. Mais ça va quand même nous compliquer pas mal la vie. Donc autrement dit, maintenant notre formule des traces, on la modifie comme ça. Ici, on multiplie par 1 quart plus rj carré. Et ici, on met cet opérateur d. Et on peut reprendre ce qu'on avait fait tout à l'heure pour la contribution des géodésites simples. Voilà, donc maintenant, en fait, le grand FL, c'est x, c'est même x exponentielle moins x sur 2, dm phi en x. Et si on regarde la contribution des géodésites simples, si on reprend le calcul qu'on avait fait, donc c'est-à-dire tout à l'heure on avait calculé l'espérance de somme des FL de L de gamma, mais en se restreignant aux géodésites simples. Et en utilisant les estimés sur les fonctions volume et puis le terme principal de Mirzakhani-Petri, on avait vu que c'était équivalent à l'intégrale de 0 à plus l'infini de FL. Et c'était là qu'était sorti le fameux sinus hyperbolique L sur 2 qui nous embêtait. Hein, c'est le calcul de tout à l'heure. Il y avait même un 1 sur L. Oui. Oui, c'est ça. Et alors tout à l'heure, pour nous, c'était très important de savoir qu'il y avait un 4 devant, parce que ce 4, il avait justement servi à
annuler le terme exponentiel avec le terme spectral, alors qu'à partir de maintenant, en fait, le fait de connaître les constantes de vent va plus jouer aucun rôle, parce qu'en fait, maintenant, je sais que FL, il est de la forme grand L. Bon, je peux même garder pour l'instant le sinus. Non, pardon. Ah oui, j'ai déjà fait les simplifications, alors. Ouais, du coup, ici, j'ai déjà fait les simplifications qui venaient de la forme particulière de la fonction test. Donc ici, c'est... Voilà, c'était ça qu'on avait obtenu. C'est le même calcul que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, j'avais m égale 0. Maintenant, je vais prendre ici m égale 1 va suffire pour les géodésiques simples. Ce qui se passe, c'est que pour m égale 1, l'opérateur d, c'est un opérateur différentiel symétrique. Je peux faire une intégration par partie et le faire porter de l'autre côté. Et ça va faire sortir éventuellement comme l'intégrale commence à 0, ça va faire sortir des termes de bord. Mais en fait, on va utiliser le fait que d, il s'annule sur la fonction sinus L sur 2. Donc en fait, quand je fais l'intégration par partie et que je fais porter l'opérateur d sur le sinus hyperbolique, la seule chose qui va rester, c'est des contributions en 0. À vrai dire que je ne vais pas les écrire explicitement, mais en fait, il va juste sortir des choses qui dépendent de la valeur de phi en 0, éventuellement de ses dérivés. Donc il sort quelque chose qui est un grand taux de 1, qui vient juste c'est les termes de bord. Donc cette intégrale qui a priori aurait dû croître exponentiellement vite, en réalité elle est bornée. Donc ça montre qu'on est peut-être sur la bonne piste, hein, puisque on a mis une fonction test qui tuait, on a choisi une fonction test qui tuait la contribution de la valeur propre triviale. Et quand on a juste regardé ce qui se passait au niveau des géodésiques simples, on a vu que ça a tué aussi la croissance exponentielle qui nous embêtait. Donc c'est plutôt prometteur, mais il faut maintenant arriver à faire ça pour tous les types topologiques. Et puis il y a aussi, même au niveau des géodésiques simples, on n'a pas fait les choses complètement proprement parce que ici j'ai remplacé les fonctions volume par leur contribution au terme dominant, mais il faut aussi justifier le fait de pouvoir faire passer la dérivée de l'autre côté après avoir pris l'équivalent. Alors, quel est le résultat? Donc maintenant, on va prendre T, un type topologique quelconque. On va pour l'instant, là on s'était restreint aux géodésiques simples, et maintenant on va pour l'instant faire type topologique par type topologique. On va se fixer un type topologique local. Après, il y aura la difficulté de sommer sur tous les types topologiques, mais pour l'instant, on va fixer T, un type topologique local. Et je rappelle que on avait dit que si je fais la somme sur toutes les géodésiques primitives de type topologique T, on avait dit qu'il y a une densité, que ça peut s'écrire à l'aide d'une densité. Qui dépend du genre et qui dépend du type topologique. Alors au passage, la dernière fois, j'avais donné un argument pour dire que l'existence de la densité, elle vient d'un lemme qui dit que quand on pousse la mesure de Lebesgue par une fonction analytique, il y a forcément une densité.
J'avais dit que la densité est toujours continue. A priori, le lemme général que j'avais donné, c'est pas vrai. En général, la densité, elle va juste être localement intégrable. Ici, le fait que la densité soit continue, ça vient de la forme particulière de la fonction analytique. Donc, la dernière fois, j'avais dit, c'était pas vrai. J'avais dit qu'il y a toujours une densité continue. Ça, c'est pas toujours vrai parce qu'à partir du moment où la fonction analytique elle a des points critiques, c'est pas très dur de construire des exemples où la densité est juste localement intégrable. C'est pas très grave pour nous parce que de toute façon, on va toujours, nos fonctions, elles vont toujours être sous des intégrales. Elles vont jamais. Mais bon, si on veut vraiment savoir que la densité est continue, il faut regarder un peu plus l'allure de la fonction en question. Donc voilà, il y a une densité. Et puis, on avait dit aussi. Alors, je vais réécrire. Oui, en fait, cette densité, elle peut s'écrire, je vais rappeler un petit peu comment on l'avait obtenue, elle peut s'écrire comme ça peut s'écrire comme cette espérance, elle peut s'écrire comme l'intégrale. Alors, il y a une somme, je rappelle un peu de manière schématique, il y a une somme sur toutes les réalisations. Donc, T, ça va être une surface remplie par une courbe fermée. Et il y avait une somme sur toutes les manières de compléter cette surface en une surface de genre G, ce qu'on avait écrit comme une somme sur des réalisations. Il y avait les fonctions volume associées à... Donc les fonctions volume, c'était le volume de l'espace des modules du complémentaire de S dans notre surface de genre G. Ça, c'est une intégrale sur tout x1, xn sont des réels positifs et n, donc S à la genre GS et puis nombre de composantes de bord NS. Et puis là, il y avait une intégrale qui avait lieu sur l'espace de Teichmüller de S, donc l'espace de toutes les métriques hyperboliques sur S dont les longueurs de bord sont données par le vecteur X. Donc là, on intégrait par rapport à Weil-Peterson. Et là, on mettait F de la longueur de C pour la métrique Y. Et il y avait éventuellement des facteurs combinatoires qui pouvaient sortir. Mais à partir de maintenant, on va justement, il y a toujours des facteurs combinatoires qui sortent, mais à partir de maintenant, on n'a pas vraiment besoin de savoir les calculer avec précision. Et puis, on avait dit aussi qu'on peut faire des développements asymptotiques de cette expression à tout ordre. En fait, voilà, comme on sait faire des développements asymptotiques de cette quantité-là, donc on peut faire des développements asymptotiques de ça. Du coup, si on remplace la fonction volume renormalisée par son développement asymptotique, ça permet aussi de faire un développement asymptotique de cette intégrale-là. Donc ça peut aussi le développement asymptotique, il commence toujours à la caractéristique de l'aire de S, enfin la valeur absolue de la caractéristique de l'aire de S. Donc il y a des coefficients qui sortent que je vais noter, peut-être CK. Donc les coefficients dépendent à la fois de K, qui est l'ordre du développement, et puis du type topologique. Et puis on avait dit qu'il y a un grand taux, ici il y a un grand taux de la norme de f fois exponentielle
il y a un G puissance K plus 1 si je pousse le développement jusqu'à l'ordre grand K. Et puis, si j'utilise la borne améliorée de Wu et Xue, j'ai juste un exponentiel état L, mais état arbitrairement petit. Et en fait, le CK, la fonction CK, elle est obtenue en remplaçant, en fait, je fais le développement asymptotique de cette fonction volume à l'ordre K et je remplace donc, le terme, ce terme-là, il est obtenu, donc il s'exprime en remplaçant donc la fonction, la somme sur R. En fait, on prend ces fonctions volume et on fait un développement asymptotique. Donc je remplace en fait la fonction volume par son développement asymptotique plus une erreur. Et pour trouver CK, enfin pour trouver l'expression de CK, je prends cette intégrale-là et puis je remplace la fonction volume par la fonction FK. Et je vais surtout montrer ce qui se passe pour le terme dominant. Donc le terme dominant, c'est K le premier terme, il correspond à. Il y a une seule réalisation qui contribue, c'est la réalisation non séparante. Donc si on complète la surface S ronde, on la complète par une seule composante connexe. Et donc pour ce cas-là, en fait, je vais donner la fonction f, c'est toujours la fonction qui vient de Mirzakhani-Petri. C'est le produit des sinus hyperboliques. Ici, j'avais oublié, il y a le produit des ici partout. Alors, j'ai oublié d'un bout, il y a le produit des ici, des ici. Donc dans le premier terme, le terme dominant, il va être donné par une forme assez simple de cette fonction-là. Et ce que j'avais dit, c'est qu'avec Laure Ramond, on a montré qu'à tout ordre, en fait, les fonctions fk, elles sont toutes d'une forme, elles sont toutes un peu la même forme. C'est toujours des produits de sinus ou de cosinus hyperbolique Li sur 2 et fois des polynômes. Donc Donc ce premier terme, il vient du travail de Mirzakhani-Petri, mais nous, en fait, on a montré que tous les FK, ils ont une forme un petit peu analogue. D'accord, donc ça veut dire que
si je peux, ça veut dire que par exemple, si je vais peut-être m'intéresser, je vais surtout discuter le premier terme, mais ce qui est important, c'est qu'on peut dire ça pour tous les autres termes. C'est que par exemple, si je m'intéresse qu'au premier terme, l'intégrale de FL de L, donc le premier terme, je peux dire que il est obtenu juste en prenant ça et en remplaçant la fonction volume par le terme dominant. Donc, donc là, ici, je vais avoir produit des sinus hyperboliques xi sur 2. Hein, donc ça, c'est pour le terme du début. Donc j'ai une expression assez explicite de cette fonction-là. Et le théorème qu'on a démontré, enfin, c'est ce qu'on est en train de terminer de rédiger. Et c'est ce théorème. C'est que pour tout type topologique et pour tout cas, la fonction CKT, c'est une fonction, les fonctions CKT, elles ont une forme particulière, c'est une fonction de Friedmann-Ramanujan. Donc je vais définir ici. Si j'ai une fonction, j'ai une fonction définie sur R+, c'est une fonction de Friedmann-Ramanujan s'il existe un polynôme et puis une fonction petit r telle que f de L égale P de L exponentielle L plus R de L. Et puis la fonction R, elle a une croissance contrôlée. On veut que R de L, elle croisse au plus comme exponentielle L sur 2, et puis on peut s'autoriser des termes polynomiaux. Donc une fonction de Ramanujan, c'est un polynôme fois exponentielle L, plus un reste qui croît au mieux comme exponentielle L sur 2. Et on est en train de se demander ce qu'on met comme hypothèse de régularité, à cause de cette histoire de continuité. Alors on va dire, je ne sais pas ce qu'on mettra dans l'article à la fin, parce que de toute façon, on va dire peut-être continu, mais en réalité, on n'en aura pas besoin, parce qu'à chaque fois, nos fonctions, elles se retrouvent toujours sous des intégrales. Et de toute façon, on va utiliser une notion affaiblie. Voilà, ça c'était la définition avec laquelle on a travaillé au départ, mais en fait, finalement à la fin on travaille avec une notion affaiblie, c'est qu'on demande juste que f est localement intégrable.
Et puis R. En fait, ici, dans la définition de départ, on demande des estimés ponctuels. Mais en fait, on va juste avoir besoin du fait que donc R va être localement intégrable. Et si je l'intègre de x à x plus 1, je demande juste en fait de savoir contrôler, pas forcément les valeurs ponctuelles de R, mais juste des intégrales sur des intervalles de taille 1 par exemple. Je veux que l'intégrale de x à x plus 1 de R, ça croisse au mieux comme exponentielle x sur 2. Donc en réalité, on va dire, dans le théorème, on va démontrer ça au sens faible. Parce qu'on ne va pas réellement avoir besoin d'avoir des estimés ponctuels. Alors l'histoire de la terminologie, c'est qu'il y a une notion similaire qui avait été utilisée par Joel Friedman quand il a étudié le trou spectral dans l'article de Friedman de 2008 où il parle de trou spectral des graphes réguliers aléatoires. Il a ce qui s'appelle des fonctions de Ramanujan. Alors lui, comme il est dans un cadre discret, en fait, ces fonctions, elles sont définies juste sur les entiers. Donc il n'y a pas cette question de régularité qui se pose. Mais sinon, il utilise une définition du même type. Et donc, en fait, on s'est rendu compte petit à petit, enfin au départ, voilà, on ne comprenait pas vraiment ce qu'il faisait dans son article, mais petit à petit, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait, il y avait vraiment beaucoup de points communs avec ce qu'il faisait, et qu'en particulier, on avait besoin d'une notion de fonction de Ramanujan pour des fonctions définies sur R+. Donc ça, c'est un des mécanismes principaux de ce qu'on fait sur notre analyse du lambda 1. Donc, la prochaine fois, j'expliquerai comment on démontre ça. Mais je vais dire, pour terminer, je vais dire ce que ça permet de faire avec la formule des traces. Alors en fait, même ce qu'on démontre en réalité. Donc en fait, ce qu'on sait, c'est que ce que dit notre théorème, hein, c'est que chacun des coefficients qui sort ici, on peut l'écrire. À chaque fois, chacun des coefficients, il peut s'écrire comme un polynôme fois exponentielle L plus un reste qui est dominé comme ça. Mais en fait, on a même des contrôles sur le degré. Le degré des polynômes. Donc, à chaque fois, un type topologique, c'est toujours la donnée d'une surface remplie par une courbe. En fait, à la fois les degrés des polynômes et toutes les constantes dépendent uniquement de la surface S. Ça, c'est important parce qu'à un moment, il va devoir se poser, comme tout à l'heure, la question qu'il y a une infinité. Même si on s'est fixé la surface S, il y a quand même une infinité de types topologiques qui peuvent la remplir. Et c'est important pour nous de savoir que le degré... Alors, je crois que la borne qu'on obtient, c'est 2... Je crois que c'est 2... Ça, c'est assez optimal, je pense. C'est 2 fois la caractéristique de l'aire de S plus 2K. Et puis en fait, toutes les constantes, en fait, toutes les estimées, les constantes et les coefficients des polynômes, en fait, peuvent être estimés uniquement en termes de la topologie de la surface S.
il y a à chaque fois des fonctions à la fois de K qui est l'ordre du développement et puis de S. Donc en fait, tous les types topologiques qui peuvent remplir une même surface, ils donnent lieu à des polynômes de même degré, et puis toutes les constantes peuvent être majorées uniformément. Alors maintenant, si on veut analyser... Tout à l'heure, on avait analysé la contribution au terme à l'ordre dominant des courbes simples. On peut utiliser ce théorème pour analyser maintenant la contribution de n'importe quel type topologique et on peut le faire à n'importe quel ordre en G. Donc une fois que je me suis fixé un type topologique, je peux dire des choses, grâce à ce théorème, je peux dire des choses assez précises sur l'espérance de somme des FL de L de gamma pour gamma de type T. En fait, je ne vais peut-être pas le recopier, je peux l'écrire comme étant égal à cette quantité. Et il faut se souvenir que la fonction test dans la formule des traces, ça va être, c'est x exponentiellement x sur 2 phi L de x et à la fonction phi L, j'applique à une certaine puissance de l'opérateur D. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux regarder l'intégrale de 0,1 plus l'infini de L exponentielle moins L sur 2 dm phi L. Et puis là, je vais remplacer, je sais que la fonction CKT, elle a une forme particulière. Donc en fait, je suis en train de faire une somme de 1 sur G à la puissance K. K égale K allant jusqu'à petit k, et puis j'ai un grand O de essentiellement, le reste, ça va toujours faire exponentielle. J'ai toujours des choses. Alors c'est L sur 2, facteur de 1,5 plus eta sur G puissance K plus 1. Le fait de gagner une puissance 1,5 là, c'est toujours à cause du fait que dans la fonction test, il y a cette décroissance exponentielle. Et maintenant, par un phénomène d'intégration par partie, il va se passer la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que cette intégrale-là, normalement, elle devrait quand même... Ici, j'ai un exponentiel L, et ici, j'ai un exponentiel moins L sur 2. Donc, a priori, cette intégrale-là, elle devrait quand même croître comme exponentiel L sur 2, mais on va utiliser l'opérateur D pour tuer ce terme-là, pour tuer le terme principal.
Donc le terme qui potentiellement poserait problème, c'est celui-ci. Alors le exponentiel L qui était là, et je vais le rassembler avec celui-là, ça fait du exponentiel plus L sur 2. Et on va utiliser la propriété de l'opérateur D, c'est que D à la puissance m, il annule toutes les fonctions de la forme exponentielle L sur 2 fois un polynôme de degré plus petit que m-1. Donc, si le degré de P est plus petit que m-1, alors d puissance m fois P2, appliqué à P de L exponentielle L sur 2 s'annule. Donc en fait, je vais pouvoir faire comme tout à l'heure l'intégration par partie, et il va rester uniquement des termes de bord. Ça, c'est à condition de prendre m plus grand que le degré de P plus 2, je pense. Il y a un plus 1 qui vient de là, et il y a un plus 1 qui vient du fait qu'il y avait un L dans la formule des traces. Donc et je sais que voilà, à partir du moment où je peux même dire explicitement selon la caractéristique de l'aire de la surface. Voilà, je sais que si j'ai choisi grand M assez grand, donc à la fois selon la caractéristique de l'aire de la surface et selon l'ordre du développement, je sais que si j'ai choisi grand M assez grand, je vais pouvoir faire l'intégration par partie et il va rester uniquement des termes de bord qui viennent des valeurs en zéro, des fonctions et de leurs dérivées. Donc ça, c'est ce terme-là, il va pouvoir être tué par intégration par partie. Et ce terme-là, alors la fonction R, elle croît en exponentielle L sur 2, donc ça va se compenser avec cette exponentielle. Si je veux regarder l'intégrale de 0 à plus l'infini de L, là, j'ai même pas besoin vraiment de... Oui, je vais faire ça. Donc l'autre terme, je ne vais pas faire d'intégration par partie, je vais juste... utiliser la majoration de la fonction R. Donc comme je n'ai pas de majoration ponctuelle de la fonction R, mais l'intégrale, en fait, je vais écrire somme pour n allant de 0 à plus l'infini de intégrale de n à n plus 1. Et puis il va sortir du n exponentielle moins n sur 2, et puis il sort la norme L infinie des dérivées de phi. Mais là, j'utilise le fait que la fonction R, je sais qu'elle croît au plus comme exponentielle n sur 2. Et éventuellement, il y a des petits termes polynomiaux qui peuvent sortir. Et ça, en fait, c'est juste jusqu'à grand L. Donc le terme de reste, là, ça va faire une contribution qui est polynomiale en L. Il y a une certaine constante qui dépend aussi, qui dépend essentiellement de... oui, dépend surtout...
Donc si je fixe un type topologique, donc si on raisonne toujours à un type topologique fixé, on voit que finalement l'espérance de la somme sur les géodésiques de type T de FL de L de gamma, et FL, je suppose toujours qu'elle a la forme particulière donnée ici. En fait, on voit qu'il va y avoir des termes qui vont être polynomiaux en L, et puis il y a un terme qui vient du terme d'erreur. Et lui, il a toujours de l'exponentiel L sur 2, mais par contre, ce qu'on a gagné, c'est que la puissance de G ici, je peux pousser la puissance de G ici, je peux pousser le développement limité à n'importe quel ordre. Alors si on joue à faire le même petit jeu de choix des paramètres qu'on avait fait tout à l'heure pour juste la contribution des géodésiques simples, en fait si on n'avait qu'un nombre de fini de type topologique à considérer, ce qui malheureusement n'est pas le cas, c'est un problème, si on n'avait qu'un nombre fini de type topologique à considérer. Là, on pourrait conclure ainsi. On ferait la somme de toutes ces estimées sur un nombre fini de type topologique, et on pourrait donc dire que l'espérance de phi1 de R1. Alors maintenant, l'espérance de... Maintenant, ma fonction test, alors il y aurait toujours des termes en grand O de G, hein, ceux-là qui sont là partout, et puis il y aurait ces termes-là. Alors celui-ci, je vais le rassembler avec celui-là, et j'aurai une majoration comme ça. Donc ce qu'on a gagné par rapport à tout à l'heure, c'est que tout à l'heure on avait du grand O de 1 sur G, maintenant on a du grand O de 1 sur G à la puissance que je veux. Et donc là, maintenant si je veux équilibrer ces deux termes, on est conduit à prendre L sur 2. Est-ce que c'est... Oui. Alors, on est conduit à prendre L exponentielle L sur 2 égale... Enfin, là, je montre juste le choix des paramètres. Hein, la preuve n'est pas finie, malheureusement. Mais on égale exponentielle G puissance K plus 2, hein, parce qu'il y a un G ici et un G ici. Donc ça veut dire que L va être égal à 2K plus 2 log de G. En fait, tout à l'heure, on a fait K égale 0, finalement. Tout à l'heure, on a fait K égale 0. Donc K égale 0, ça voulait... Le fait de pouvoir pousser le développement asymptotique à un ordre arbitraire, ça permet d'augmenter en fait la constante ici. Donc si on fait ce choix-là, ça va, cette quantité-là, elle est
égale à petit o de exponentielle alpha plus epsilon L, avec alpha, c'est 1 sur 2 fois k plus 2. Et donc on trouve, ça conduirait à montrer que lambda 1 est plus grand que 1 quart moins alpha carré. Donc ça fait 1 quart moins 1 sur 4 k plus 2 au carré moins epsilon. Donc l'ordre de... Donc en fait, le fait de savoir faire le développement asymptotique à l'ordre avec un reste d'ordre k plus 1, ça permet de démontrer que le lambda 1 il est plus grand que 1 quart moins 1 sur 4 fois k plus 2 au carré. Et comme en fait on sait le faire à tout ordre, on sait faire ça pour tout cas. Donc il reste en suspens la question. Là pour l'instant, j'ai supposé que cette estimée-là, elle est vraie si on fixe le type topologique. Après, il va se poser la question de sommer sur tous les types topologiques, et malheureusement, il y en a une infinité. Et là, j'ai triché, j'ai supposé qu'il n'y en avait qu'un nombre fini à considérer. Donc ça, j'en dirai un mot la prochaine fois selon le temps que j'ai. Il y a un réel problème, en fait, hein, quand on... j'essaierai quand même d'expliquer ça. Il y a un réel problème. On peut pas sommer toutes ces estimées sur tous les types topologiques. Ça fait exploser la méthode. Et je dirais quand même un mot de ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème. Donc la prochaine fois, j'expliquerai un peu comment on montre que ces fonctions-là sont des fonctions de Friedmann-Ramanujan. Et puis je dirai un mot sur cette question du nombre infini de types topologiques. Voilà, je vous remercie.